Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que je sortirais une vidéo sur le combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier, donc la voici. J'espérais que ce serait une vidéo sur une victoire de Benoît Saint-Denis, mais malheureusement il s'est incliné par KO face à Dustin Poirier au deuxième round. Apparemment Benoît Saint-Denis était sous antibiotiques depuis une semaine à cause d'une infection, à cause d'un staphylocoque qu'on voyait d'ailleurs en début de Fight Week au niveau du front et qui a disparu après. Donc on peut supposer que c'est totalement vrai quoi. Et forcément, ces antibiotiques-là, ça a pu jouer sur sa performance, et ça a pu jouer d'ailleurs sur certains points que je vais aborder dans cette vidéo, au niveau de la lucidité ou des choix tout simplement faits globalement dans le combat, même au niveau de l'énergie qu'il a pu avoir pour faire certaines actions. Mais le combat a eu lieu, donc ça reste intéressant de voir ce qui a pêché du côté de Benoît Saint-Denis pour le futur. Du coup, sachez juste que les points que je vais aborder dans cette vidéo-là, c'est à écouter tout en prenant en compte que peut-être que s'il n'avait pas pris les antibiotiques, il n'aurait pas fait les mêmes choix, et donc il n'aurait pas fait les mêmes erreurs, entre guillemets. Mais bon, voilà. Alors le truc, c'est que, d'après moi, le style de Saint-Denis, il est excellent à partir du moment où il est imprévisible dans ce qu'il fait. Dès qu'il devient prévisible, c'est là où il laisse beaucoup d'ouverture parce qu'il n'a pas le meilleur striking. Il laisse... défensivement, il est pas extrêmement responsable. Dès qu'il commence à envoyer des combinaisons, ses mains baissent énormément, il envoie à partir des hanches, etc. Mais quand il est imprévisible, c'est-à-dire qu'il mixe avec ce clinch, avec ses kicks, avec sa lutte, même avec des feintes, bref, tout ce genre de choses, là, il est extrêmement compliqué à gérer. Le premier shoot du combat, ici, il l'envoie indirect et directement sur le compte de Dustin Poirier, il shoot dans les jambes. Forcément, c'est compliqué pour Dustin Poirier de le punir en haut, c'est compliqué pour Dustin Poirier de le gérer en bas. Bon, il tente une guillotine qui passe pas au final, il en fait plein. Mais bon, l'idée, c'est juste que tant que Benoît Saint-Denis est mix entre les différentes parties de son jeu, c'est relou pour Dustin Poirier de vraiment lui faire mal. Encore une fois, ici, il vient de feinter, bon, il se fait contrer juste ici. Vous allez voir que bon, il envoie quelque chose, et ici, il regarde en bas. Bon, le changement de niveau est un peu particulier, mais on voit ses appuis, ils sont bien baissés, son regard est orienté dans cette direction-là, vers les jambes de Dustin Poirier. Donc encore une fois, il fait réfléchir Dustin Poirier. Il envoie quelque chose tout en l'obligeant à réfléchir à quelque chose de différent. Quand il l'envoie en haut et qu'ensuite il descend dans les jambes, c'est ce qu'il fait. Il l'envoie en haut, donc il lui fait réfléchir en haut, puis il descend dans les jambes. Et quand il feinte en bas, il lui fait réfléchir à un potentiel takedown, et ensuite il remonte en haut, il lui donne quelque chose de différent. C'est ce qui fait sa force normalement. Sur la séquence qui suit, c'est tout aussi intéressant parce que là, il envoie quelque chose, il essaie d'attraper le clinch. Au final, Dustin Poirier tourne. Et là, pareil, il voit que Dustin Poirier se bloque les coups et il attrape le clinch. C'est vraiment juste le fait de mixer et de donner des choses auxquelles penser à Dustin Poirier qui est intéressant ici et qui l'empêche de vraiment se faire connecter par Dustin Poirier dans un échange de striking, quoi. Sur cette séquence-là, c'est très intéressant aussi parce qu'il envoie beaucoup de choses, il est complètement ouvert. Si vous regardez les deux mains de Benoît Saint-Denis, elles sont ici et ici. Bon, on voit pas bien, mais enfin, je crois que ça dépasse même là, son bras est là. Il a aucune garde, il avance sur Dustin Poirier, et ça, c'est dangereux en soi, clairement, mais il reste compliqué à battre quand il fait ça, parce que vous allez voir qu'au premier compte de Dustin Poirier, ici, il vient de toucher, et directement, Benoît Saint-Denis vient coller, il vient descendre le niveau de son corps et il vient coller. C'est vraiment ce qui fait la différence dans ce premier round-là par rapport au deuxième, c'est que Benoît Saint-Denis, il a toujours le même style, il a les mêmes lacunes entre guillemets défensives, mais il les comble par le fait de mixer et par le fait d'être imprévisible aux yeux de Dustin Poirier. Il y a une longue séquence de grappling à la fin du premier round dans laquelle Benoît Saint-Denis a le dos de Dustin Poirier, mais il semble très très fatigué entre les deux rounds. C'est pour ça que ce que je vais dire là dans le deuxième round, ça peut être causé par les antibiotiques que Benoît Saint-Denis a pris. Mais au final, vous allez voir que là, dès le début du deuxième round, Benoît Saint-Denis met la pression, donc il fait ce qu'il fait d'habitude. La différence ici, c'est que il va avancer sur Dustin Poirier, et vous voyez les mains le regard déjà de Benoît Saint-Denis qui est fixé en haut, il est fixé sur la tête de Dustin Poirier, et ses mains, observez bien, ses mains, elles ne bougent pas de l'axe. Il n'envoie rien, il n'essaie pas de coller, il ne feinte pas, il ne fait rien de spécial, juste ses mains sont ici, et donc forcément, Dustin Poirier vient chercher un contre. Dustin Poirier, là, il a le temps de réfléchir. C'est ce qu'il n'avait pas le temps de faire dans le premier round. Ici, il a le temps de voir Benoît Saint-Denis arriver vers lui,
et se dire ah ok, si j'envoie ça, ça va. Bon, il le fait pas vraiment, mais vous avez compris l'idée. Il sait que s'il envoie, il peut envoyer quelque chose parce qu'il voit Belançoni arriver vers lui. Là, en l'occurrence, c'est l'uppercut qu'on voit ici. Ça touche clean, ça sonne Belançoni, mais il se rattrape bien, il va chercher le grappling directement après. C'est un premier signal d'alerte, on va dire, pour Belançoni dans le deuxième round. Sur la séquence de fin, c'est à peu près la même idée. Belançoni, il veut striker. Bon, encore une fois, le round passe et il fatigue, etc. Mais il veut striker avec Dustin Poirier et il le fait comprendre à Dustin Poirier. C'est là où est le problème. Ici, vous pouvez regarder du coup les yeux de Belançoni, mais il est focus sur sa cible. Et le problème, c'est que, à la différence de Dustin Poirier, quand lui il envoie, c'est moins propre et moins clean, enfin moins précis, on va dire, que Dustin Poirier. Là, juste il avance sur Dustin, ça se voit que du côté de Dustin Poirier, si on est de Dustin Poirier, ça se voit que Belançoni veut partir à la guerre. Dans le premier round, il veut partir à la guerre, mais il reste imprévisible en changeant de niveau, en clinchant, en la toute première séquence, il envoie un direct et directement il plonge dans les jambes. Là, ça se voit qu'il ne veut que striker, et au final, il ne fait que striker, d'où le problème. Et donc ici, il se fait toucher avec le crochet gauche de Dustin Poirier. Là, il est déjà salement sonné, donc en fait, le crochet droit qui l'endort vraiment, c'est un peu particulier. Parce que c'est clairement un Belançoni qui est déjà dans le mal, quoi. Ça, c'est le crochet droit dont je vous parle là. Clairement, je pense que Belançoni est plus vraiment là déjà de base. Et en plus, ça, du coup, il strike avec Dustin Poirier. Dustin Poirier est trop précis, trop puissant, trop efficace pour lui. Il le touche avec le crochet droit plein menton et il l'endort. Mais voilà, l'idée que je veux éclaircir dans cette vidéo, c'est vraiment que Belançoni, dans son style à la base, il n'est pas très bon défensivement, il n'est pas responsable défensivement, mais tant qu'il reste imprévisible, c'est pas trop problématique. Là, sur la séquence où il s'est touché, que je vais vous remettre, sur cette séquence-là, si Belançoni, à n'importe quel moment de la séquence, il shoot sur Dustin Poirier, bah, il reste imprévisible et du coup, c'est problématique. Mais comme il ne shoot pas, il devient prévisible et du coup, il se fait contrer. Si c'est un autre adversaire que Dustin Poirier, ça serait peut-être pas arrivé, mais bon. En l'occurrence, c'est l'un des meilleurs strikers de la catégorie et l'un des meilleurs contreurs de la catégorie aussi. Donc forcément, tu le payes un peu cash. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme la plupart d'entre vous, je pense, je suis déçu de la défaite de Belançoni, mais c'est une défaite qui, je pense, va beaucoup lui apprendre quand même. Ça va lui permettre de progresser et je pense que les prochains adversaires qu'il affrontera, ce sera encore plus compliqué pour eux de le gérer, je pense. Comme beaucoup de personnes l'ont déjà dit, je pense que du repos pour BSD, ça serait pas mal du tout là. Il a enchaîné beaucoup de combats, des gros combats avec un gros rythme, où il y avait beaucoup d'intensité et beaucoup de dégâts aussi. Et c'était sur des périodes très rapprochées à chaque fois. Donc du repos serait, je pense, pas mal pour lui. J'ai hâte de voir qu'il va affronter à son retour en tout cas. Et du côté de Dustin Poirier, je sais pas c'est quoi le plan. J'ai vu que Ali Abdelaziz, le manager d'Islam, a proposé à Dustin de l'affronter en juin. On va voir ce que ça a donné, je sais pas trop. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Et venez sur mes lives aussi, parce que je vais recap la carte entière, et Ares, et le PFL Paris en live. Du coup, venez. Bisous.